Quand on parle de recrutement, on parle d'un acte social gigantesque qui est l'inclusion. Le sujet essentiel du recrutement qui est vu parfois sous un angle business très prononcé, simplement de faire une intermédiation entre un talent et un besoin d'entreprise. Il y a une création sociale qui est capitale et qui fait même l'identité de notre société. Un, d'en avoir conscience, deux, d'avoir envie de travailler sur ce sujet-là et trois, de s'éduquer. Salut Frédéric. Salut Alexis. J'espère que tu vas bien. Ça va. Ça va, tu vas bien? J'ai pas beaucoup dormi. T'as pas beaucoup dormi, Ouais. Tu viens de manger en speed en plus. En plus, dans un taxi, pour te rejoindre. Exactement. J'ai fait ça pour toi. T'es adorable. On te cueille dans... en soi, t'as l'air dans les bonnes conditions quand même. T'as l'air bien. Je suis bien. Ouais. Je suis avec toi, donc c'est cool. Donc c'est top. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu Ouais. es directeur général chez Hays. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Écoute, j'ai rejoint cette aventure formidable qu'est Hays, dans une petite boîte. J'ai fait des études de droit. Je rêvais de partir vivre à Londres. Et j'ai rejoint une aventure avec Tina, qui est notre PDG, Nick, qui est l'autre directeur général pour Paris. On était 6, 3 Français, 3 Anglais. Et on démarrait de manière organique la boîte en France. Donc, ça a été une aventure entrepreneuriale formidable, dans laquelle je suis toujours. C'est une question qu'on me pose souvent. Mais si je devais me définir aussi, je suis le papa de 2 enfants, je t'en parlais. Ouais. Mon fils qui s'est cassé la dent, tout ça. Donc des anecdotes sympas à vivre en tant que papa. Et voilà, c'est déjà super, quoi. Travailler, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, des amis. Tu parles pas de mes amis, j'en ai trop. Et créateur de contenu aussi. Aussi d'un podcast, Ouais. Talent in Progress. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir rencontrer des gens, comme tu le fais avec moi aujourd'hui, d'échanger, de papoter de plein de sujets RH et de pouvoir les développer avec des gens super intéressants. C'est un bel exercice que tu connais bien, tu maîtrises bien. Hays, ça fait 24 ans, je crois, que Ouais. vous avez créé Hays, c'est ça? C'est ça, ouais. 2001. Ok, Ouais. exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution de Hays, si tu devais le schématiser un peu cette temporalité de il y a 24 ans à maintenant, un peu les étapes que vous avez vécues? Écoute, je pense que la première étape, c'était l'étape d'une croissance organique. Donc, un concept qui existe déjà en Grande-Bretagne depuis longtemps. L'histoire de Hays, elle est un peu particulière. C'est un groupe de logistique à la base qui a été fondé au 19e siècle. Si tu vas à Londres, il y a un entrepôt sur la Tamise qui s'appelle Hays Galloway, qui est toujours là, qui s'appelle toujours d'ailleurs Hays Galloway. On a toujours le portrait du père fondateur de Hays qui s'appelle Alexander Hay, qui a fondé l'entreprise. Elle s'est développée jusque dans les années 2000, au début des années 2000, en faisant du transport, de la logistique, du conditionnement, plein d'activités de service. Et elle avait notamment une activité de recrutement. Donc moi, quand j'y suis rentré, je suis rentré dans un groupe principalement de logistique. Alors, je suis rentré dans l'activité recrutement. Et donc voilà, donc ça c'était... Nous, on était la croissance organique de la partie recrutement. Après, en 2005, le groupe a décidé de vendre toutes ses activités qui n'étaient pas celles du recrutement pour se recentrer uniquement sur le recrutement. Ça nous a donné en fait un coup de boost en France parce que donc on commence, comme je te l'explique, à 6. Peut-être en 2004-2005, on est 80, je dirais. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est l'ordre de grandeur. On a commencé à régionaliser notre activité. Et à partir de 2004-2005, on décide de régionaliser notre activité, de se développer beaucoup avec les investisseurs de bureau. C'est le job que je prends. Et donc, j'ai ouvert avec mes équipes plein de bureaux dans 22 bureaux, 22 capitales en France. On s'est développé jusqu'en 2009 où il y a une activité qui a été plus difficile. Il y a eu une crise. Et après cette crise, on a investi dans une diversification en faisant d'autres choses que majoritairement du recrutement permanent. On a développé le travail temporaire, on a développé des activités de conseil RH, on a développé des activités de conseil en tech, du contracting, c'est-à-dire de la mise en relation de prestataires indépendants avec des besoins d'entreprise. Et aujourd'hui, on est un acteur du recrutement et du conseil RH d'environ 1000 salariés. Et tout ça, c'est difficile, tu vois, quand je le fais avec toi, de le retracer parce que c'est une croissance organique qui se fait de manière marginale et continue. Et c'est difficile d'en définir des moments très précis. Mais ça ressemble un peu à ça. Trop bien, hyper intéressant. Et aujourd'hui, toi, dans tes fonctions, dans ton rôle, quel est un peu ton quotidien? Mon quotidien, je te dirais, c'est de driver le business.
J'ai la chance d'être très bien entouré avec des directeurs, et c'est le cas aussi pour le DG de Paris, pour Nick. On est entouré de gens qui sont absolument formidables, qui sont fidèles, qui sont avec nous depuis très longtemps, et qui co-construisent avec nous au quotidien nos stratégies, nos investissements, l'animation du business. Il y a une partie de la gestion d'entreprise qui est plutôt liée à des décisions de fonctionnement, des décisions organisationnelles qui touchent les ressources humaines, l'IT, les achats, le facility management, les ouvertures de bureaux, la logistique, je dirais, de l'entreprise. Ce qui occupe, je crois, le plus de notre temps, c'est quand même de faire du business. C'est de réfléchir à nos services, à nos produits, aux gens, à la gestion des talents. Et ça, c'est une très grosse partie de mon business. C'est sans doute celle qui requiert aussi le plus d'énergie et d'intellectualité, je dirais. Le plus, non, autant, mais qui consomme beaucoup d'énergie, on va dire. J'imagine. Trop bien. Bah, hyper intéressant. Et les sujets de prédilection, donc il y a des sujets qui te tiennent à cœur. Je pense que tu es un passionné du recrutement. Ouais. Aujourd'hui, on peut le dire, vu que tu crées beaucoup de contenu, tu as créé une entreprise qui est quand même admirable. C'est vraiment assez... c'est hyper conséquent ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux me dire les sujets de prédilection qui, toi, t'animent et dont tu as envie de parler justement aujourd'hui? J'ai envie de te dire, j'aime beaucoup de sujets et je suis assez bavard et je suis très curieux. Donc, j'aime bien prendre parole, même si je ne suis pas expert sur un sujet. J'aime bien développer mes idées. L'idéal, c'est de rencontrer des gens qui sont plus sachants que soi et qui peuvent nous éclairer, apporter leur perspective et enrichir nos points de vue. Les sujets, parmi les sujets, quand on a préparé ce podcast ensemble, qui pour moi sont importants, quand on parle de recrutement, on parle d'un acte social gigantesque qui est l'inclusion. Et l'inclusion, pour moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que notre société française, elle doit être faite d'inclusion et ça doit être un sujet qui est traité dans l'acte de recruter au quotidien. Une entreprise, quand elle recrute, elle se développe, elle rencontre des gens, mais elle fait un acte de confiance. Elle tend la main à quelqu'un et je pense que dans cette décision parfois qui est très factuelle et avec des biais, nécessairement on a tous des biais et donc il faut faire avec, elle ne se rend pas compte aussi de ce qu'elle fait. D'ailleurs, la personne aussi qui postule et qui choisit une entreprise, elle le fait parfois parce qu'elle n'a pas le choix, parce que c'est la seule offre à laquelle elle a une offre. Mais le sujet essentiel du recrutement qui est vu parfois sous un angle business très prononcé, simplement de faire une intermédiation entre un talent et un besoin d'entreprise, ou d'ailleurs côté employeur, côté entreprise finale, de recruter une compétence. Il y a une création sociale qui est capitale et qui fait même l'identité de notre société. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais, l'inclusion. Et toi, aujourd'hui, quelles sont les limites que tu vois par rapport à ce sujet-là? Est-ce que tu te rends compte que les entreprises sont assez alertes sur ce côté inclusion, mettent en place les bonnes actions en face? De plus en plus, je pense que la démocratisation des stratégies, je ne sais pas comment dire en français, ED&I, c'est Diversity, Equality and Inclusion, donc diversité, égalité et inclusion, a fait que beaucoup d'entreprises et des grandes entreprises se sont mobilisées pour avoir un impact social positif dans le monde qui les entoure et dans la société qui les entoure. Alors, tu as plein de sociétés cotées en bourse comme la nôtre. D'ailleurs, c'est une obligation légale de montrer qu'on avance sur ces sujets, qu'on a un impact positif, qu'on fait évoluer la société dans un sens qui est celle de nos démocraties. Et en même temps, c'est inspirant pour plein de petites boîtes. Souvent, il y a plein d'entreprises qui me disent, des chefs d'entreprise qui me disent « Oui, mais ça c'est un sujet grande entreprise. Nous, on n'a pas les moyens, on est 10, on n'a même pas de directeur des ressources humaines. Donc, me parler de stratégie sociale ou environnementale, c'est joli, mais il faut avoir les ressources, il faut avoir les moyens de le faire. » Oui et non. On peut aussi mener des actions à fort impact social dans une boîte de 2 personnes. Simplement en décidant de ne pas recruter quelqu'un qui nous ressemble forcément, d'être conscient de ses biais et de donner la chance à quelqu'un avec lequel il y a un super fit au-delà
du diplôme, de l'expérience et de plein de sujets. Bien entendu, il faut toujours trouver le talent dont on a besoin et les compétences dont on a besoin pour développer son entreprise. Ça, c'est assuré. Mais il faut être aussi très conscient des biais cognitifs qui sont attachés à ces décisions et se dire, OK, il y a des gens vers lesquels je pourrais me tourner. Naturellement, je ne me tournerai pas vers eux. Et donc, en faisant ça, eh bien, je concours à avoir un impact social important. Pareil sur les politiques de recrutement de stagiaires, d'alternants. Les petites entreprises, elles ont souvent recours eh bien, à des profils de stagiaires, d'alternants pour compléter leurs équipes. Et ben, au lieu de se tourner que vers une catégorie d'étudiants d'une certaine école, d'un certain background, d'un certain milieu économique ou social, on peut prendre des décisions et se dire, OK, tiens, si je me tournais vers ce lycée-là, et si je passais un coup de fil à un endroit où je ne serais pas allé naturellement. Et selon toi, comme dans le quotidien d'un dirigeant ou d'un recruteur, comment il fait pour ne pas tomber dans ces biais qui sont un peu ancrés en nous, on ne fait pas forcément attention, c'est de l'inconscient au final. Quelle est ta feuille de route? Comment tu éviterais ces biais-là selon toi? Je pense que la réponse facile serait de dire, d'en avoir conscience, d'avoir envie de travailler sur ce sujet-là, et 3, de s'éduquer. Et donc, de s'éduquer soi-même, de s'éduquer aux autres, et d'arriver à travailler sur des techniques de questionnement, d'analyse, de réception, de détachement, qui permettent de prendre des décisions éclairées, et autant que possible, le plus équitable, le plus débiaisé. La vérité de notre quotidien, c'est que tous les décideurs d'entreprise, qu'ils soient RH, opérationnels, dirigeants d'entreprise, on est souvent en pilotage automatique. On manque de temps, il faut aller vite, et donc on a tendance à répéter nos comportements bien ancrés en nous, nos habitudes, nos mauvaises habitudes aussi. Et donc on va se dire, ah bah tiens, cette personne-là, elle a fait la même école qu'un tel, et puis un tel, il est super bon, donc du coup, c'est super. Voilà, il y a des stéréotypes dans nos têtes. Et je crois que une des best practices que je dirais, c'est vraiment la prise de conscience, la volonté d'agir sur ce sujet-là. Une vraie volonté, pas juste une volonté affichée, corporate, juste pour faire plaisir à des actionnaires ou à ses salariés en interne. Et potentiellement, je disais en point 3, de s'éduquer, d'apprendre à le faire et de rencontrer des gens dont c'est le métier, notamment une boîte comme la nôtre. Et aussi, je crois, d'être des super sponsors de cette réalité. Une fois qu'on a créé quelque chose, l'intégration, elle est clé. C'est pas parce qu'en fait, on a tendu la main, on a voulu avoir un impact social élevé, on a inclus des gens qui viennent d'un autre milieu et d'un autre environnement, que l'intégration, elle se passe bien. On peut tendre la main et rater l'intégration, ce qui revient au même. Le sentiment de rejet, il sera même encore décuplé, parce qu'on sera allé chercher quelqu'un qui potentiellement appartient pas au monde auquel on est, ou qui est pas dans les codes stéréotypés de ce qu'on recrute habituellement. Et si la personne intègre, ça ne fonctionne pas, c'est un sentiment de rejet qui me paraît important. Et je crois que du coup, créer des parcours d'intégration, favoriser le succès, et une fois que le succès est là, d'en faire la promotion en disant, on a une politique de diversité, d'inclusion qui fonctionne, voici la preuve, créer des belles histoires en interne, et d'arriver à les promouvoir pour que potentiellement ça donne des envies à plein d'autres gens. Ouais, que ça donne envie de le ritualiser. En plus, dans ton cas, toi, tu es un tiers de confiance, un intermédiaire pour des clients finaux qui ont envie de recruter des bons profils. Donc, tu as ce rôle aussi de conseil, et j'imagine que tu dois avoir des clients où c'est plus compliqué justement de faire passer ce côté inclusion et diversification au sein des équipes. Est-ce que tu te retrouves facilement confronté à ça avec tes clients? Est-ce que justement tu as l'impression qu'il y a un rôle à jouer en tant que cabinet de recrutement de mener ces politiques d'inclusion? C'est une question qui est souvent posée par nos consultants. D'accord. Et qui nous demandent souvent du conseil sur ce genre de sujet. Je suis allé dans notre bureau de Montpellier il n'y a pas très longtemps. C'est une question qui m'était posée ouvertement dans une prise de parole qu'on a eue devant le bureau. Et j'ai pas de bonne réponse à cette question. Parce qu'il y a toujours la parade corporate. Quand une entreprise nous exprime un besoin, elle peut soit manifestement être discriminante,
Il y a des entreprises qui se l'autorisent toujours, même si c'est illégal, ou des entreprises qui ne se l'autorisent pas et qui rentrent dans une stratégie de présentation qui soit ouverte oralement, mais dans laquelle la réalité ne se passe pas. Après, je tiens à dire un truc. La très grande majorité des entreprises avec qui on travaille sont ouvertes, ont conscience de ça et ne sont pas discriminantes. Mais il y a aussi tout plein d'aspects d'entreprise dans la stratégie de recrutement où on peut se poser des questions. Okay. Ça soit ouvertement dit ou pas. Le premier sujet, c'est peut-être de se dire quand c'est ouvertement dit. C'est-à-dire que c'est évident, il y a quelqu'un qui fait objection à l'ouverture à un certain public, quel qu'il soit. Comment on fait pour agir positivement auprès de cette population? Donc, on a un tiers de confiance, c'est notre métier. Nous, culturellement, on est très attachés à ça. Pour être honnête avec toi, c'est difficile de mesurer l'impact. On va leur dire, on va les conseiller, on va leur dire que potentiellement, en ayant cette stratégie, ce manque d'ouverture, eh bien, ils vont écarter des candidats de qualité. Ils vont se couper d'un talent pool qui pourrait leur permettre de trouver les bons talents. On opère souvent dans des métiers dans lesquels il y a beaucoup de pénurie de compétences. Et donc, du coup, quand on trouve des gens qui ont peut-être des profils plus atypiques, et je ne dis pas atypiques, je dis plus atypiques ou qui ne rentrent pas dans les codes de ce que les gens attendent, on peut avoir des gens qui manifestent leur mécontentement, c'est pas ce qu'on vous a demandé. En plus, il y a une relation financière entre nous. Ouais. Ça reste nos clients, les entreprises qui recrutent restent nos clients. Donc, in fine, si on se conforme pas à leur demande, on a le risque de ne pas être rémunéré, de ne pas faire notre travail. Donc, en fait, c'est une relation aussi entre nous qui est biaisée. Bien entendu, qu'il y a une relation de conseil. Et dans le conseil, il y a beaucoup de conseils rémunérés. En tout cas, nous, on fait partie des entreprises qui font du conseil rémunéré. Donc, le but du jeu pour nous, c'est d'éduquer, d'ouvrir la conversation et de leur montrer que de toute façon, dans notre accompagnement, on n'est pas là pour faire des recrutements qui soient ratés. Donc, c'est créer de la confiance et qu'ils aient confiance en nous pour qu'ils nous laissent la possibilité de les éclairer autrement, de faire un recrutement autrement et qu'in fine, ça fonctionne. Et la réalité, c'est que ça fonctionne. Parce que dans les milliers de recrutements qu'on fait par an, eh bien, il y en a très peu qui périclitent. Donc, c'est le signe d'un succès. Très clair. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que vous faites environ 1000 recrutements, des milliers de recrutements par an. Donc, tu as une vision plus de 10 000 par an. Plus de 10 000 par an. Donc, tu as une vision hyper intéressante et assez précise sur le marché du recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le marché du recrutement aujourd'hui, comment il évolue et comment aussi tu le vois sur les prochaines années? Ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur le futur du recrutement. Comment tu l'imagines? On a la chance d'être en France. Et en France, la dynamique économique, elle est moins bonne, mais elle est toujours créatrice d'emplois. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien souligner. On a un taux de chômage qui est en dessous de 8%. Il va peut-être légèrement augmenter dans les mois à venir. Il y a une reprise économique qui semble plutôt être aux alentours de 2026. Il y a un nouveau gouvernement, au moment où on est en train de se parler, qui est en formation, avec des aléas politiques difficiles. Il y a un climat qui est plus complexe. Mais quand tu regardes les chiffres de la DARES, qui sont publiés. C'est aussi une chance qu'on a en France. On peut avoir accès à cette information-là sur les recrutements en CDI, en CDD, en travail temporaire. Quand on voit la création d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, quel que soit le format juridique qui soit choisi, il y a beaucoup de création d'emplois. Alors, elle n'est pas toujours en croissance, et potentiellement en ce moment, elle est plutôt en légère décroissance, mais des opportunités à saisir. Il y en a beaucoup. Et je pense qu'on a la chance d'être en Europe, qui est aujourd'hui assez décriée comme hyper réglementée, à la bourre par rapport aux États-Unis, un peu déclassée dans le monde économique dans lequel on est, vis-à-vis de la Chine, de l'Inde, de dépendance, de déficit économique important. Et en même temps, il faut être optimiste dans la chance qu'on a autour de nous, du tissu économique qu'on a, de l'incroyable, et je sais que parfois c'est aussi un monde qui est très décrié, du monde des startups qui nous entourent. On est ici à Paris,
Il y a des gens absolument formidables qui viennent d'ailleurs de milieux sociaux très variés et qui ont envie d'entreprendre, qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire un truc de leur vie, qui arrivent à former des écosystèmes alors qu'ils n'ont pas de réseau, ils connaissent pas de gens, mais en bricolant, ils montent des trucs. Et moi, j'adore cette énergie. Et ça, c'est créateur d'emploi. Et ça, c'est créateur de talent. Et même si ça signifie pas des embauches ou des super salaires, c'est une dynamique. Et j'aime ça. Parce que c'est un goût d'entreprendre, je trouve, qui a connu une résurrection au cours des 10 dernières années et qui continue, à mon avis, de se développer et qui inspire. Je pense que les réseaux sociaux permettent aussi des formats de travail qui sont différents, qui sont de plus en plus connus. On contribue tous, d'ailleurs, à en faire la promotion. Et c'est super. C'est super parce que ça concourt, à mon avis, à créer de la valeur, à créer des parts de marché, à démocratiser les marchés. Et tout ça, c'est difficilement tangible. En tout cas, je n'ai pas de data à partager avec toi. Mais ça crée de la valeur, ça crée du recrutement et ça crée de l'investissement pour le futur. Et donc, toi, justement, cette notion de futur dans le monde du recrutement, comment tu l'imagines? J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui parlent de l'IA, de l'automatisation, des choses que ça va révolutionner. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore embryonnaire dans le monde du recrutement, où il y a quelques petites briques qui s'y mettent. Mais on n'a pas eu d'énorme révolution IA recrutement. Oui. Comment toi, tu vois les prochaines années et à quoi il faut se préparer, selon toi? J'aime bien que tu me poses cette question. J'ai écrit un post il y a quelques jours sur ce sujet-là. J'ai écrit quelques lignes et j'ai pas eu beaucoup de likes. J'en mettrai un juste. S'il te plaît. Tu concourras avec mon frère, ma mère, à me rajouter un like. Et dans lequel, en fait, je faisais une projection ancrée dans la réalité du moment. Moi, je suis souvent démarché pour des démos. D'accord. Dans mon métier, dans notre métier, le recrutement. Et donc, je fais des démos d'outils commerciaux qui nous permettent de fluidifier les flux de recrutement, les process, de faire des interviews directement avec des intelligences artificielles, même pour les candidats, créer des CV automatisés, de mettre en condition des roleplays, du coaching, de la formation, des workflows, en fait, dans le recrutement, qui permettent fondamentalement de ne pas avoir intervention humaine. Ça agace plein de gens parce que tout le monde parle d'IA et ça saoule tout le monde parce qu'on se dit ouais mais bon du coup il y a trop de scénarios futuristes et ainsi de suite, encore une prise de parole sur l'IA mais tous les problèmes que ça cause et puis la destruction de l'emploi, mais c'est très lié à moi, j'y crois pas à cette destruction d'emploi. Je sais pas, quand on regarde dans l'histoire c'est une lutte, cette tension là elle va exister. Comme la robotisation et l'automatisation dans les industries a créé à un instant T des déplacements de talent et de travail. Ça crée de la douleur, ça c'est une réalité. Donc c'est hyper important que plein de gens travaillent dans le métier de recrutement à se former à l'utilisation de l'IA, s'exposent à ces nouvelles technologies. Après, ça prendra du temps. Et tout ce temps-là que ça prendra, et je ne suis pas capable de dire si c'est pour demain, je m'amuse souvent à dire que c'est pour demain. D'ailleurs, souvent quand j'écris un post, je dis demain, voilà ce qui va se passer. Mais ça prendra peut-être, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. J'en sais rien. Et ça serait malvenu de ma part de faire un pari. Je pourrais en faire si tu veux. Mais aucun d'entre nous est capable de le dire. En tout cas, chaque jour qui passe, c'est l'occasion et l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai fait un podcast récemment avec Francis Lelon, qui est CEO d'une société qui fait notamment de la formation en no-code, low-code. Je trouve que ces sujets sont passionnants. C'est accessible à plein de gens qui créent des entreprises, qui veulent créer des apps, qui veulent potentiellement créer quelque chose sur du recrutement. Et ce temps-là, il faut l'investir en s'éclairant de toutes ces nouvelles technologies dont l'IA fait partie. Il n'y a pas que l'IA, d'ailleurs, et qui permettra aux recruteurs de demain de faire leur travail différemment, d'ajouter de la valeur différemment, d'accompagner les gens différemment. Et quand je dis les gens, c'est à la fois les entreprises qui recrutent et les professionnels, de travailler auprès d'un public de plus en plus large. Le standard du recrutement pendant longtemps, c'était soit le recrutement permanent, soit l'intérimaire.
je suis schématique, pardon pour ça. Demain, ça sera d'accompagner des gens, des Français, si vous parlez français, si vous parlez anglais, vous avez accès à un talent pool qui est 10 fois plus grand, qui sont dans le monde entier, qui télétravaillent, qui font partie de réseaux très informels et donc de talent pool très informels, que vous irez accompagner et que vous coacherez peut-être pour une prise de poste à l'autre bout du monde. Et ça paraît peut-être un peu lointain ou aux antipodes de ce qui se passe parce qu'il y a de plus en plus de protectionnisme dans les pays. Et donc, la mondialisation est peut-être en train de se retourner. Et peut-être qu'on reviendra tous dans un schéma hyper autocratique et un peu plus local et très enfermé et dire non, terminé. Il y a des questions aussi d'évasion de talent. Tu sais qu'il y a un sujet important, d'évasion fiscale qui va avec, puisque du coup, ces gens-là, s'ils bossent ailleurs, où est-ce qu'ils payent leurs impôts? Où est-ce qu'ils contribuent? Dans quelle société, en fait, ils s'inscrivent? Si on a des Français qui, demain, travaillent de n'importe où, la question, en fait, de la résidence fiscale est aussi un sujet pour les États, de se dire, du coup, c'est un salarié actif français, mais il vit ailleurs, donc il ne contribue pas à la société. Donc, toutes ces questions sociales, politiques, économiques, elles sont importantes. Mais je ne sais pas dans le monde dans lequel on sera. Ce qui est sûr, c'est que pour les recruter, c'est sa question. On doit comprendre ce phénomène. On doit s'y exposer. Et on doit essayer de transformer ça dans l'acquisition de nouvelles compétences. Et toi qui es très proche justement de... J'ai l'impression que tu te renseignes pas mal sur ces nouvelles technologies, sur ce que va devenir demain, et même toi t'en inspirer pour le cabinet, pour Hays. Selon toi, quelles vont être les grosses révolutions de l'IA dans le monde du recrutement? Est-ce que ce serait, tu vois, je pense moi, je sais que le matching entre candidats et offres automatiques dans ton vivier, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment révolutionner et avoir un impact quand même assez grand. Est-ce que tu vois justement t'idéalises des solutions comme ça qui pourraient t'aider? Le matching, tu as raison, parce que c'est très chronophage. Et c'est l'une des choses les plus chronophages. Les entretiens, les multiples entretiens, le conseil. C'est-à-dire le conseil aux candidats? Le conseil aux candidats, le conseil en entreprise, l'orientation professionnelle. Tu vois, sur, par exemple, une entreprise qui a besoin je dis n'importe quoi, d'un comptable, comment elle peut rédiger son offre? De manière un peu archaïque, et il y a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Elles ont des descriptifs de poste qu'elles réutilisent au gré du temps. De temps en temps, il y a un élément de vocabulaire qui change, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, tu peux avoir 5000 descriptifs de poste de comptable disponibles juste avec une IA, et tu itères ton prompt en permanence pour que tu dises non, je le veux un peu comme ça, je le veux un peu plus cool, je le veux un peu plus formel, je le veux avec ce mot, je le veux en 300 mots, je le veux en 10 000 mots. Et il y a peu de travail à fournir. Donc ça, c'est du conseil en entreprise où quelles sont les meilleures stratégies pour trouver un développeur .NET. Et donc du coup, là encore, il y a des manières de... En tout cas, il y a plein d'outils qui peuvent apporter du conseil. Il y a plein d'outils qui vont transformer le recrutement sur les workflows. Aujourd'hui, notre métier, il est encore très, très humain, très relationnel. C'est des rencontres entre un recruteur, un décisionnaire en recrutement, et beaucoup de ce travail est très qualitatif et oral, avec de l'écrit, sur des comptes rendus, ainsi de suite. Il y a eu l'avènement, il y a 20 ans, des ATS, qui sont des systèmes automatisés pour gérer beaucoup de recrutement, ou des VMS. Demain, en tout cas, je connais déjà pas mal de sociétés qui le proposent, c'est d'avoir des workflows où en fait les entreprises ou les candidats, on peut partir de chaque côté, en fait, soit je pars du candidat, soit je pars du client, du besoin client, ont des parcours qui sont vus, et les gens ont accès à des dashboards. Ils savent si, quand ils ont postulé, il y a combien de matchs avec des jobs, où est-ce qu'ils sont pris à des premiers entretiens, où est-ce qu'ils ont été rejetés, pour quel motif. Et donc, on a un dashboard et OK, j'envoie un CV, voilà ce qui se passe. Ou alors, j'exprime un besoin en recrutement. Tiens, je suis matché avec ton candidat. Voilà mon tri. Je l'ai fait passer en premier entretien. Le premier entretien, c'est un IA. Juste ce workflow-là, digitalisé, c'est encore assez rare. Il y a pas mal d'entreprises qui utilisent des VMS ou des ATS, qui font une partie de ce travail-là. Mais ça, c'est une révolution technologique qui ajoute de la fluidité,
de la transparence et de la visibilité pour piloter cette question stratégique qu'est le recrutement d'entreprise. Et je te parle pas, là encore, je peux en parler beaucoup, mais il y a tout un écosystème d'apps et d'outils qui permettent de faciliter le travail du recruteur. Ouais. Et moi, je suis assez convaincu comme toi que ça va devenir une brique complémentaire au recruteur. Ça va jamais remplacer, entre guillemets, son métier parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de remplacer. De remplacement, ouais. Oui, et franchement, moi, je suis assez aussi convaincu que c'est plutôt une adaptation, en fait, par rapport aux technos. Comme il y a eu Internet, il y a des métiers qui sont révolutionnés ou même des nouveaux métiers qui sont créés grâce à ces nouvelles technos. Donc, ça va être de la montée en compétences, ça va être de la formation. Et c'est là où tu peux avoir un problème un peu sociétal de la montée en compétences et de l'éducation aujourd'hui en France, si on prend la France, par rapport aux nouveaux métiers de demain. C'est ça. Et c'est souvent les nouvelles écoles qui se créent, les nouvelles formations en ligne qui vont permettre aux jeunes d'aujourd'hui de trouver les bons métiers, ou en tout cas d'être les bonnes personnes ou avoir les bonnes compétences pour les métiers de demain. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus, justement. De l'inadéquation entre les compétences actuelles et futures. Ouais. Alors, tu sais, ça concourt à cette idée de comment on dit, de formation tout au long de la vie. Ouais. Pardon, j'ai des expressions qui me viennent en anglais en permanence. De la formation tout au long de la vie. C'est un sujet d'ailleurs en entreprise, c'est un sujet qui est poussé par le gouvernement. Là encore, on a la chance d'être en France et d'avoir à notre disposition des moyens de nous former en fonction du temps de travail et ainsi de suite. Mais je pense que c'est un super exercice. L'enjeu, en fait, c'est d'arriver à trouver du temps et l'énergie pour le faire. Au même titre qu'aller faire du sport. Il faut se dire, OK, je vais me discipliner, je vais y aller, je vais investir du temps, mais c'est de l'organisation, en fait. Et je pense que dans mon quotidien, et je ne suis pas le meilleur sur ce sujet-là, il faut trouver de la place et faire de la place pour se former, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et de faire en sorte que nos compétences ne s'évanouissent pas ou qu'elles ne soient pas décalées par rapport à l'apparition de nouvelles technologies, aux besoins du marché, à la réalité de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché. Il y a un sujet que tu avais évoqué tout à l'heure qui m'intéresse, qui est cette posture, tu l'as pas vraiment, tu l'as un peu sous-entendu, mais cette posture d'agent de talent, de coach de talent. Comment tu vois le rôle du recruteur par rapport justement à ces candidats qui candidatent à des offres? Est-ce qu'il faut les accompagner dans leur carrière? Comment tu vois justement cette nouvelle dimension du recruteur qui doit accompagner ces talents? Pour moi, j'ai envie de te dire, elle est essentielle. Est-ce qu'elle est toujours réalisable, quel que soit le profil, quelles que soient les compétences? Théoriquement, oui. Après, il y a plein de freins à tout ça. Il y a pour le cadre d'un métier d'un recruteur, c'est le frein du temps. Ça prend du temps et c'est quand même une autre dynamique intellectuelle de coacher quelqu'un que de faire un recrutement. Les deux sont parfaitement réunissables. Ça consomme du temps, de l'énergie, des compétences. Est-ce que chaque recruteur est un bon coach? Il y en a plein qui le sont et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et là encore, est-ce que agent de talent, c'est une super manière de voir notre métier? Et moi, j'aime voir notre métier comme ça. Après, pour que ça soit une réalité au-delà simplement d'un métier de matching, donc d'intermédiation, de faire rencontrer les gens, il faut à mon tour que les recruteurs apprennent à développer du relationnel. Comment j'accompagne un professionnel, un candidat vis-à-vis d'une entreprise, qu'est-ce que je dois lui dire, dans quelle mesure je le coach, mais en même temps, je lui laisse prendre le lead sur sa vie. Je ne vais pas lui dire, non, vous devriez plutôt aller à tel endroit, ainsi de suite. C'est pas ça le coaching. C'est pas prendre des décisions à la place des autres. Et je crois que parfois, il y a des biais importants et que les recruteurs ne se rendent pas compte de se dire, mais la décision ne nous appartient pas. La décision, c'est la personne qui doit décider de son parcours professionnel. On peut guider les gens, les entretiens, à faire des entretiens. Mais en même temps, qu'on les éduque à faire des entretiens, on essaie de leur prévenir du type d'environnement dans lequel ils vont être, du type de questions qui vont être posées. Donc, je suis un agent, je suis en train de préparer mon poulain, je vais l'amener devant mon client pour qu'il arrive à bien se vendre. Parce que dans le jeu de l'entretien, il y a cette posture de devoir se vendre. Et on la ressent tous. Et elle est très difficile, cette posture.
Il y a des gens qui ne savent pas se vendre. Il y a des gens qui ne savent pas parler d'eux. Il y a des gens qui ne savent pas parler de leurs compétences. Ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas bons. Il y a leur vie, quoi. Ils ont leur bagage. Ils se pointent devant quelqu'un, ils se disent, OK, donc j'ai très envie d'avoir ce job, mais il va falloir que je fasse la démonstration de qui je suis, de ma valeur, de mes compétences. Et c'est un acte qui est difficile et qui est stressant. En plus, c'est dans un délai qui est court. Ouais. Okay, il n'y a pas beaucoup d'entretiens. On a 10 jours pour se présenter. On a 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est court. Donc, je dirais, en tout cas, pour répondre à ta question, voir le recruteur comme un agent de talent, c'est une chose très noble. Le transformer dans une réalité au quotidien, ça doit avant tout passer par des qualités relationnelles et comprendre quel est notre rôle vis-à-vis de l'autre et trouver un bon équilibre entre choisir ce qui est bon pour soi en tant que recruteur, mais surtout choisir ce qui est bon pour la personne qu'on accompagne. Est-ce qu'il y a des leviers que vous mettez en place pour animer ce vivier de talent toutes les personnes que vous rencontrez, pour garder la communication avec eux, pour garder le lien? Est-ce que même il y a un intérêt en tant que cabinet de recrutement de faire ça? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et puis, est-ce que nous, on le fait suffisamment? J'ai envie de le faire beaucoup plus. L'animation de communauté, c'est sans doute un des investissements des futurs qui est le plus important. Il y a plein d'acteurs de recrutement qui le font au travers d'objets très variés, comme dispenser de la formation, comme créer des parcours pour les personnes. Aussi les sociétés, les ESN, qui ont des consultants, qui détachent sur des projets auprès d'entreprises. Eux aussi, ils animent des communautés d'experts. En tout cas, l'animation de communauté, c'est un sujet qui est très important parce que les gens qui candidatent à une offre d'emploi et qui rencontrent un recruteur, ils ont envie aussi d'être autre chose qu'un CV. Et donc, quand on les rend dans des parcours de communauté, ils ont un sentiment d'appartenance qui se développe. On leur apporte une vraie plus-value. J'ai dit plus-value. Et c'est enrichissant des deux côtés. Hyper clair. Et ça, toi, tu penses que toutes les entreprises devraient créer des communautés, créer des viviers, ou c'est pas pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient pas, justement, qui devraient pas créer des communautés, ou à l'inverse, tu penses que c'est vraiment accessible? C'est une question de temps, en fait. Tu vois, il n'y a pas de communauté sans collaboration. Ça n'existe pas. Okay? Si tu veux créer une communauté, ça veut dire que tu as un désir de collaboration. Comment tu conçois cette communauté? Ça nécessite du temps, des ressources pour le faire. Alors, après, là encore, il existe beaucoup d'outils pour animer, réunir des gens. Tu crées un groupe WhatsApp, tu as créé une communauté. Ouais. OK. Après, il faut quand même quelqu'un qui pousse du contenu. Ou alors, tu as une communauté de gens qui auto-alimentent leur communauté. D'ailleurs, tu peux leur donner des rôles, tu peux initier certaines choses, et puis la communauté, elle prend vie d'elle-même. Mais elle peut aussi mourir d'elle-même. Et pour répondre à la question, est-ce que tout le monde devrait le faire? Oui, parce que dans toutes les entreprises, il y a des expertises, il y a des savoirs, et réunir des gens autour d'experts, d'expertise, de savoir, pour identifier des problèmes, trouver des solutions, c'est un moteur essentiel de toute entreprise. Parce que l'objet d'une entreprise, c'est de vivre, c'est de se développer idéalement, c'est d'aller quelque part. Et donc cette raison d'être, je crois qu'elle est plus facilement portable quand on appartient à une communauté. Cette communauté, il faut aussi l'entrevoir pas qu'avec ses collaborateurs. On peut créer un écosystème, une communauté avec des partenaires, avec des alliances, avec des gens qu'on rencontre, avec des amis, avec des membres de la famille. Et donc c'est ça la communauté. Il y a un lieu commun. Il y a quelqu'un qui a une vision, qui entreprend, qui a envie de faire un truc, qui a envie de créer un chemin pour lui. Et donc, il s'entoure. Et parfois, dans l'entreprise, dans cette fabrication qu'est l'entreprise, on oublie ça. Comme si on n'était pas des petits animaux sociaux et que la première chose qu'on fait dans notre existence, c'est de créer du rapport humain, c'est de créer des liens. Et ces liens, ils nous servent tous à plein de choses. On s'entoure d'amis parce que c'est un besoin essentiel, parce que ça nous apprend des choses, parce que ça nous porte
dans nos élans, dans nos efforts, dans plein de trucs. Et je crois que ça, dans chacune des entreprises, eh bien, y penser, y consacrer des ressources, y consacrer du temps, au-delà même de faire un déj de Noël, ok, c'est à la mode en ce moment, avec ses collaborateurs, eh ben, en fait, on peut prendre la même énergie d'organiser un déj de Noël que de réunir une communauté, de faire prendre parole, de libérer la parole. Il y a des gens qui ont des trucs à dire, mais on ne sait pas qu'ils les ont à dire. Donc, ouvrir des lieux, des espaces de parole et de réunir des gens, c'est une énergie formidable. Trop bien. Je te propose de faire un petit jeu. J'ai préparé une liste, c'est pas vraiment des questions, mais c'est une liste de choix entre 2 sujets. Et tu devras répondre le plus rapidement possible. Oh là Ça là. s'appelle Rapid Fire Question. C'est une petite surprise, je t'avais pas prévenu. Tu verras, c'est assez simple. Ça parle de recrutement. Donc, je pense que on est sur. J'ai le droit de répondre avec des options que tu ne me proposes pas. T'as le droit à un joker. Si tu veux. Un joker. Tu verras, c'est assez simple. J'aime bien avoir plusieurs jokers habituellement. Tu auras peut-être un deuxième, si jamais tu les grilles trop. Mais en vrai, je pense que ça devrait le faire. Plutôt inbound ou outbound recruiting? Oh là là, outbound. Outbound. Ah bah oui. Évidemment. Ah bah oui. Plutôt manuel ou automatisé? Et automatisé. Après tout ce qu'on s'est dit. C'est vrai que ça ferait pas sens. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft skills. Trop bien. Plutôt opérationnel ou stratégique? Oula. Mais les deux. Plutôt appel ou plutôt message? Plutôt appel ou plutôt message? Ouais. Ça sert à quoi les messages? Une bonne réponse. Plutôt hack ou plutôt méthode? Oui, il faut les deux. Très bien. Ouais. Plutôt rêveur ou plutôt exécutant? Si ça me concerne moi directement, je suis plutôt rêveur quand même. Plutôt rêveur. Ouais. Très bien. Intéressant sur les soft skills. Tu l'as dit avec beaucoup de conviction, les soft skills. Qu'est-ce que tu en penses justement? Est-ce que tu penses qu'il faut plutôt évaluer via les soft skills? Pourquoi? Parce que la cuisine... Il y a du vrai et du faux dans tout ça. Nécessairement, si je recrute un médecin, mieux vaut qu'il n'ait pas que des soft skills. Ok. Oui, c'est vrai que... mieux vaut qu'il ait des hard skills, genre il sait faire son job. Il a eu le parcours de formation qui nous permet de se dire que c'est un médecin moyennement bon. Ok. Idéalement, s'il a des soft skills humaines comme la communication, la compréhension, l'empathie, c'est génial. C'est une super rencontre. Et c'est un alliage qui est parfait. Je dirais quand même plus soft skills parce que on est tous doués d'une chose formidable, c'est apprendre. C'est pas un muscle qu'on exerce beaucoup, comme on se le disait, parce que dans nos vies professionnelles, on est très occupé à faire plein de choses. Et donc, on se dit, une fois qu'on est sorti de l'école, j'ai fait le taf, j'y suis allé, ok, j'ai eu mon diplôme ou pas, mais j'y suis allé. Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Non, ok. J'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de m'inscrire dans le futur. Le futur, ça apprend. En fait, ce qu'on fait, là, on apprend tous les deux. Ça s'arrête jamais. Et c'est peut-être plus des parcours académiques, c'est autrement, mais en tout cas, je trouve que les soft skills, c'est quelque chose qu'on aiguise au contact des autres, par mimétisme. Il y a des gens qui nous inspirent, il y a des gens qui nous coachent. Si on fait les bonnes rencontres, il y a des gens qui nous mentorent, qui nous accompagnent quelque part. Donc, c'est des domaines de compétences tellement transversaux qui supplantent les hard skills. Les hard skills, il faut avoir une relation transactionnelle avec elles. De quoi tu as besoin pour faire ton job aujourd'hui? Et si tu as besoin de ça, fonce. Arrête-toi, s'il faut que tu t'arrêtes, ou fais ça comme un side hustle, ok, à côté, et apprends. Fais des cours du soir. Si c'est l'investissement, si c'est ça dont tu as besoin pour faire un métier que tu dois occuper ou que tu veux occuper, eh ben, tu vas l'avoir. Et parfois, c'est... si tu veux devenir boulanger, ok, passe ton CAP boulangerie, ok, dans 2 ans, tu l'as. Par contre, c'est pas parce que tu as ton CAP boulangerie, tu vas être un super boulanger, que tu seras un bon boulanger en cuisine et à la caisse, que
Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et cette exposition humaine, et c'est pas parce que tu es le meilleur boulanger que tu sauras te vendre, que tu sauras le mieux en parler, que tu sauras le promouvoir, que tu sauras, ou si t'es pas dans la promotion et si tu veux faire un truc très, je sais pas, très personnel en fait, sans objectif entrepreneurial ou de devenir le numéro un mondial de la pâtisserie. Et c'est parfaitement louable de pas avoir cette ambition-là. Et ben, quand même, les soft skills, c'est, c'est la joie de la vie, j'ai envie de te dire. C'est la capacité à voir les problèmes, à trouver des solutions, à communiquer, à faire des rencontres, à avoir l'empathie, tout voilà, l'aspect humain qui constitue les soft skills, quoi. Ouais, je suis entièrement aligné avec toi. Et on arrive bientôt à la fin de l'épisode. T'as pas d'autres surprises pour moi? J'ai pas d'autres surprises. J'ai des petites questions, quand même des dernières petites questions. Toi qui parles justement d'apprendre, c'est un apprentissage constant, hein, c'est l'apprentissage de la vie. Est-ce qu'il y a des ressources ou même peut-être des enseignements que tu as eus, ça peut être aussi des anecdotes que tu as envie de partager, qui t'ont marqué et qui peuvent profiter aux autres? Dans quel cadre? Ça peut être tous les cas. Ouais, recrutement, tous les cadres. entrepreneuriat, ce que tu veux. Écoute, moi j'aime bien lire. Ok, on en parlait avant de se préparer ce podcast. Et je ne veux pas parler du magazine dont j'ai parlé tout à l'heure, même s'il est génial. En termes de ressources, si la question est sur les ressources, j'ai envie de te dire que la première ressource qu'on a tous, c'est la lecture. Et on a la chance d'être bombardé de lecture en dehors des réseaux sociaux, ou parfois les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est un bon moyen de répondre et d'explorer un sujet. Et ça, c'est super. Moi, j'ai un livre que j'ai relu récemment qui s'appelle Flow, qui est un Flow, F-L-O-W. L'écrivain a un nom à rallonge que j'aurais du mal à prononcer, mais on peut le trouver facilement. Et c'est en fait comment en fait le happiness, comment la joie, le fait d'être heureux est un super vecteur de moteur dans nos sociétés productivistes dans lesquelles on bosse tous 45 ans et ainsi de suite. Et que parfois on est assez désaligné avec ça. C'est pas du tout spirituel. Okay. C'est écrit par un psychologue. Moi, je suis un grand cartésien, donc c'est pas une aventure spirituelle. Ça l'est en fait, en quelque sorte, mais très ancré dans la réalité de notre quotidien et de nos vies. Et c'est un super livre à découvrir qui est hyper accessible. Donc c'est pas technique et c'est sympa de se l'approprier et de le traduire dans nos vies. En termes de ressources, moi je consomme avec mes équipes tous les produits des startups qui sortent. On en parlait tout à l'heure, on peut se faire des démos sur tous les sujets, des nouvelles plateformes no-code, des assistants pour... j'ai testé, grâce à des rencontres récemment, des assistants pour les meetings. Tu sais, les meetings, on fait plein de réunions. Moi, j'en fais plein tout le temps. À la prochaine réunion, tu as déjà oublié ce qui s'est passé avant. Tu as oublié de prendre tes notes ou tu les as mal notées. Et donc, c'était quoi le plan d'action en fait? On a décidé quoi en fait la dernière fois? Et la semaine d'après, on a déjà tous oublié ce qu'on s'était dit ou on avait une perception différente de ce qu'on s'était dit. Il y a plein d'outils comme ça qui sont disponibles juste en tapant sur des moteurs de recherche, des mots-clés classiques. Et il y a des outils qui peuvent nous accompagner dans de l'automatisation, dans de la meilleure organisation, de la productivité, qui vont nous assister et nous aider dans notre quotidien. Et il y en a pour les meetings, il y en a... j'ai fait une démo récemment, je connaissais pas très bien l'outil, je le connaissais de nom, Bubble, qui est l'outil de développement d'app no-code. Et j'ai pris du temps pour avoir une démo, connaître les fonctionnalités, rencontrer des gens, emmener mes équipes avec en disant on a besoin d'une petite app, là, d'un petit outil. Et si on apprenait en fait à utiliser cette plateforme-là pour répondre à un besoin en interne. Et donc, en jouant, en essayant de répondre à un problème en interne et en découvrant cette solution-là, en fait, on apprend à utiliser le no-code. On apprend à développer. On apprend à designer un sujet. Et pourtant, je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas entouré d'informaticiens, mais ça nous fait plaisir. On bosse ensemble sur un sujet, on voit le résultat. Et donc, tout ça, c'est plein de ressources formidables. La dernière ressource, et je crois que c'est la chose qui est sans doute la plus importante,
c'est s'entourer de gens bien. Ok. Et entourer de gens qui nous, là encore, qui nous portent. Et quand je dis gens bien, ça ne veut pas dire des gens avec qui on s'engueule pas. Moi, les gens bien avec qui, euh, que je décris comme des gens bien, c'est des gens avec qui on a des tensions. Et, et là, ce qui font que c'est des gens bien, c'est qu'on arrive à trouver des lieux communs, des compromis, et on arrive à dépasser nos tensions, les faits qu'on soit fait la tête, qu'on n'ait pas été aligné. Et ça décuple nos forces et la confiance. Et être entouré de confiance, c'est une chance fantastique qu'il faut se donner. Une dernière question pour toi. Est-ce que tu as en tête une personne qui serait pertinente de accueillir sur le podcast? Oula! Mais j'en connais trop, mais il faut que je te donne une liste après. Si tu veux. Avec plaisir. Très bien. Et est-ce que tu as un dernier mot de la fin, une petite conclusion ou un dernier message à faire passer? Peut-être le mot d'intro qu'on a eu, se dire que pour tous les acteurs du recrutement qui font ce beau métier, qui gravitent dans cet écosystème de ressources humaines, de penser à l'impact social, environnemental qu'on peut avoir, comment on peut contribuer à une société meilleure. Je trouve que c'est pas un sujet qui nous porte tous et qui nous anime tous, mais en tout cas, quand on travaille dans les ressources humaines, c'est sans doute l'acte positif, facile et gratuit qu'on peut tous mener dans notre quotidien. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit faire quand on est dans ce métier-là. Magnifique mot de la fin. Merci à toi. Merci à toi, Frédéric. À très vite. Merci, Alexis. À bientôt. Ciao. Ciao.